Moi, je pense que tu vois, rien que si tu regardes la France déjà, euh, on n'a pas forcément été les premiers sur la révolution Internet. Je pense que c'est assez lié aussi, après c'est un avis personnel, hein, euh, à nos systèmes d'éducation, tu vois, avec les systèmes d'école d'ingénieurs, qui étaient quand même assez designés, euh, tu vois, les ingénieurs généralistes pour rejoindre des grandes boîtes, etc., et qui n'étaient pas forcément orientés euh, vers l'innovation ou les technologies du web. Euh, Par contre, si tu regardes le système éducatif français, euh, on est excellent en mathématiques. Il y a une excellence mathématique euh, et qui est une des composantes principales, on va dire, sur cette révolution IA. Donc, j'étais assez persuadé que on pouvait faire des grandes choses, tu vois, en Europe, et c'était certain que des entreprises, en fait, allaient se positionner en tant que pionniers européens sur ces enjeux-là. En fait, on revient à l'essence même du produit Hmm. et d'expérience utilisateur qui est on a un problème et comment on y répond de la façon la plus pertinente possible. Là, la seule composante en plus, c'est qu'il y a de la GenAI ou du LLM qui t'apporte en fait, qui ouvre ton champ des possibilités de façon, euh, euh, enfin, de façon incroyable en fait. Euh, et donc c'est là, toute la capacité, on va dire, et tout l'aspect créatif du job de product manager et aussi du job de product designer, qui est en fait quelles vont être les nouvelles expériences qui vont pouvoir mettre en avant ou exploiter au plus, tu vois, cette technologie. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Vincent Colombet, directeur produit chez DeepL. DeepL, c'est une startup allemande qui s'est donnée pour objectif de briser les barrières de la langue à travers le monde. Ça a commencé par DeepL Translate, le meilleur outil de traduction qui existe aujourd'hui. Le site fait partie des 100 sites les plus visités au monde. Rien qu'en France, ça représente 8 millions d'utilisateurs chaque mois. Et ils ne s'arrêtent pas là, car depuis peu, ils ont lancé DeepL Write pour améliorer les textes existants. Évidemment, l'IA générative est au cœur de leur stratégie, et c'est bien ça qui a poussé Vincent à les rejoindre après 4 années en charge des nouveaux produits et de l'IA chez notre chère licorne française Content Square. Dans cet épisode, Vincent nous partage sa vision sur l'organisation des équipes optimales pour innover avec l'IA générative entre product manager, designer, développeurs et chercheurs. Il nous présente aussi en détail le processus pour identifier les bons cas d'usage dans son produit et pleinement exploiter cette technologie. Enfin, il nous parle aussi du rôle fondamental que joue l'expérience utilisateur dans l'interaction avec l'IA, qui dépasse bien entendu celle des chatbots, piège trop facile dans lequel beaucoup de gens tombent. Bonne écoute! Hello Vincent, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter? Salut Adrien, et merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être là. Alors moi c'est Vincent, donc je travaille actuellement chez DeepL où je suis directeur produit. Et un peu plus sur mon parcours, donc moi j'ai commencé, à la base j'ai un diplôme d'ingénieur, et j'ai commencé par travailler 2 ans aux États-Unis, dans une boîte française qui s'appelle Dalet, qui vend des systèmes d'information pour la télévision, où j'étais pre-sales, solution architect. Ce que j'ai appris principalement, c'est que je voulais pas nécessairement vendre les produits, mais plutôt les créer. Et donc après ça, j'ai eu la chance de rejoindre Dailymotion en 2014. Et à l'époque, j'ai commencé en tant que product manager sur la partie live streaming chez Dailymotion. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà à l'époque, on avait pas mal d'enjeux qui étaient liés à l'intelligence artificielle, notamment sur la détection de contenus potentiellement dangereux ou illégaux, parce que tu vois, quand tu pars sur du live streaming, la différence avec une vidéo qui a été uploadée, c'est que l'utilisateur commence son live, un peu comme sur Twitch, et les utilisateurs commencent à regarder le live streamer, et donc forcément il y a des enjeux de comment est-ce qu'on peut détecter rapidement qu'un contenu est pas conforme en fait avec la politique de Dailymotion. Et un des autres enjeux aussi qu'on avait chez Dailymotion en termes d'intelligence artificielle,
Un des enjeux classiques, c'était la recommandation de vidéos. Donc, réussir à comprendre, en fait, par la détection de patterns utilisateurs, quels sont les contenus qui intéressaient une personne pour pouvoir lui proposer les meilleurs contenus par la suite. Donc, Dailymotion 6 ans, et puis après ça, j'ai eu la chance de rejoindre Content Square, donc qui est une scale-up française qui fait des analytics, donc de l'expérience utilisateur, et aussi des product analytics. Donc chez Content Square, j'ai travaillé sur la stratégie multi-produits, et j'étais également responsable des produits qui étaient basés sur l'AI. Voilà, donc l'enjeu sur ce produit-là chez Content Square, c'était de comprendre en fait des comportements utilisateurs pour savoir en fait si l'expérience utilisateur leur plaisait ou pas. Sachant que chez Content Square, là, il y a une énorme... Enfin, Content Square insiste beaucoup sur respecter la vie privée des utilisateurs. Donc, c'est vraiment en fait réussir à comprendre l'intention d'un utilisateur sans savoir qui il est. Et donc, c'est se dire en fait, est-ce que si un utilisateur se comporte de telle façon, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il est frustré? Un des enjeux principaux en fait qu'on avait, c'était ce qu'on appelle la détection de zones. Parce qu'en fait, tu vois, tu prends une page web et sur une page web, tu as différentes zones et en fait, en fonction de comment tu vas interagir avec la zone, ça peut traduire un comportement engagé ou un comportement frustré. Par exemple, si tu cliques sur un bouton une fois, euh, c'est un comportement normal, mais si tu cliques beaucoup de fois, donc ce qu'on appelle un rage click, c'est que potentiellement il y a un problème. Par contre, si tu cliques beaucoup de fois sur un slideshow, par exemple, c'est normal. Et en fait, tout l'enjeu était si tu veux donner des insights recommandés, en fait, personnalisés à tes clients. Donc, par exemple, ton client, c'est une plateforme e-commerce et tu veux expliquer de façon automatisée, là, c'est les endroits de ton site où les utilisateurs sont engagés, ou c'est les zones sur lesquelles les utilisateurs sont plutôt frustrés. Donc ça, c'était mes 4 ans chez Content Square. Donc voilà comment on utilisait l'AI chez Content Square. Et depuis un an, je travaille chez DeepL, chez qui je suis directeur produit. Et donc je m'occupe en fait de ce qu'on appelle les end-user products, donc c'est-à-dire que les produits qui vont être utilisés par nos utilisateurs finaux, à savoir DeepL Write, DeepL Translate, donc le produit historique, et DeepL Voice, donc un produit sur lequel on travaille, qui a déjà été annoncé par notre CEO dans la presse, qui arrivera voilà, dans le futur euh, sur le marché. Merci pour ce beau parcours. Sur DeepL, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je crois que c'est une entreprise que beaucoup de gens connaissent de nom. Il y en a certains qui utilisent des produits DeepL au quotidien, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément une boîte qu'on voit si souvent dans la presse. Tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer aussi ce qui t'a amené à les rejoindre? Ouais, avec plaisir. Alors un petit mot sur DeepL. Alors DeepL est né en 2017. Et en fait, l'idée, dès le début, ça a été d'essayer de vraiment casser euh, la barrière de la langue entre les gens. Et le constat à l'époque, c'était, il existe des outils de traduction automatique sur le marché, mais aucun n'est vraiment en capacité, en fait, de traduire des textes qui sont un poil élaborés. Et donc, l'objectif de DeepL a été rapidement de construire, en fait, le meilleur euh, produit de traduction au monde. Et on y est parvenu, parce que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, DeepL, c'est des millions d'utilisateurs, dont 8 millions en France, même si DeepL n'a pas la même notoriété en France qu'en Allemagne, l'utilisation est quand même assez massive. Euh, et DeepL, aujourd'hui, on est organisé, enfin en fait, on a deux produits qui sont DeepL Translate. Donc DeepL Translate, c'est vraiment un produit de traduction pour traduire n'importe quel type de texte. Là où, là où DeepL est très puissant, ça va être sur des textes qui sont longs et aussi des textes spécialisés. Donc notre algorithme il est entraîné sur n'importe quel type de vertical, et donc va être très performant sur du médical, sur du légal, n'importe quel type de vertical. Euh, Après, on a aussi DeepLWrite. Donc DeepLWrite, l'idée, c'est d'aider les gens à écrire mieux. Donc aujourd'hui, DeepLWrite est disponible en anglais et en allemand. On a le français qui arrive bientôt d'ailleurs. Et là, l'idée, c'est très simple, c'est dès que tu as du texte à écrire,
nous, on te le réécrit de la meilleure façon possible. Tu peux choisir en fait ton style. Est-ce que tu veux un style académique, un style business, aussi un ton, un ton plutôt, je sais pas, joyeux, positif ou un ton sérieux. Euh, et en fait, c'est vraiment, ça te simplifie la vie. Euh, donc ça, c'est pour DeepleWrite. On travaille sur un troisième produit parce que, si tu veux, avec DeepL Translate, on casse les barrières de la langue. Avec DeepLWrite, on casse les barrières de l'écriture au global. En fait, la communication, ça passe aussi par la voix. Et donc, on travaille sur un nouveau produit qui va être axé autour de la voix. Je ne peux pas en dire plus, mais on va intégrer en fait la voix dans nos produits. Et bon, ce qui va permettre en fait aux gens de pouvoir interagir via la voix avec d'autres gens dont ils ne maîtrisent pas forcément la langue parlée. Et un autre point qui est aussi important et auquel on est très attaché chez DeepL, c'est que on a notre propre infrastructure euh, avec nos serveurs hébergés en Europe. Donc on est très très à cheval sur tout ce qui va être la data privacy et data security. Donc chez DeepL, on a notre propre infrastructure aussi hébergée en Europe, ce qui nous permet d'être très très euh, à la pointe en termes de sécurité, donc tu vois, data et privacy et data security, euh, et aussi de contrôler en fait notre distribution. Donc aujourd'hui, DeepL a on va dire l'algorithme de traduction automatisé le plus avancé au monde. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 clients entreprises qui utilisent DeepL et des millions d'utilisateurs. Et tu vois, sur la France, même si je sais que le produit est pas forcément aussi connu qu'en Allemagne, on va dire, on a quand même 8 millions d'utilisateurs par mois, uniques, donc ce qui est énorme. Euh, et DeepL est présent donc sur le web, mais aussi multiplateforme. Donc on a aussi application desktop, application mobile. Euh, et on est un des 100 sites les plus visités au monde tous les mois. Et du coup, comment t'as été amené à les rejoindre sur ce rôle? Il y a 1 an et demi, quand on a commencé à voir qu'il y avait une vraie, on va dire, explosion et des vrais progrès en fait, hein, dans toute la partie, dans tout ce qui était intelligence artificielle, notamment GenAI, plus particulièrement LM. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la partie LLM. Si on regardait du côté des États-Unis, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Euh, et finalement, en Europe, j'étais sûr aussi qu'il y avait un énorme potentiel. Moi, je pense que tu vois, rien que si tu regardes la France déjà, euh, on n'a pas forcément été les premiers sur la révolution Internet. Je pense que c'est assez lié aussi, après c'est un avis personnel, hein, euh, à nos systèmes d'éducation, tu vois, avec les systèmes d'école d'ingénieurs, qui étaient quand même assez designés, euh, tu vois, les ingénieurs généralistes pour rejoindre des grandes boîtes, etc., et qui n'étaient pas forcément orientés euh, vers l'innovation ou les technologies du web. Euh, Par contre, si tu regardes le système éducatif français, euh, on est excellent en mathématiques. Il y a une excellence mathématique euh, et qui est une des composantes principales, on va dire, sur cette révolution IA. Donc, j'étais assez persuadé, et c'est un peu le cas aussi en Europe, hein, de manière globale, et j'étais assez persuadé que on pouvait faire des grandes choses, tu vois, en Europe, et c'était certain que des entreprises, en fait, allaient se positionner en tant que pionniers européens sur ces enjeux-là. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en Europe. Effectivement, il y a cette entreprise qui s'appelle DeepL, que je connaissais de nom, et je sais que beaucoup de personnes autour de moi l'utilisaient. Et je vais regarder aussi, je t'avais regardé l'usage aussi, hein, c'était hyper impressionnant parce que c'était déjà dans les sites les plus utilisés au monde. Et voilà, et c'était une entreprise qui était par défaut, par business, construite autour de l'AI, c'est-à-dire que on a un algorithme qui est hyper puissant de traduction, autour duquel on va construire un produit qui répond aux enjeux utilisateurs. Et voilà, et donc j'ai commencé à parler avec Christopher, qui est la personne en charge de tout le produit chez DeepL. Et voilà, on a trouvé, enfin, on s'est dit que moi, mes perspectives, en fait, enfin, ce que je recherchais, ce dont DeepL avait besoin aussi à l'époque, matchait totalement. C'est comme ça que j'ai rejoint DeepL. Et ce que je voyais en DeepL, c'était, tu vois, la traduction, c'est une étape. C'est quelque chose que DeepL fait très bien.
Euh, Par contre, c'est une boîte qui a une excellence, on va dire, technique et une excellence en AI research avec beaucoup d'expérience, tant sur la partie purement algorithmique que sur la partie produit aussi, parce que tu peux pas construire des produits qui ont du succès, des produits basés sur l'AI qui ont du succès sans la partie expérience utilisateur, la partie produit. Euh, Ça, c'est chimérique en fait. Et donc je me suis dit en fait, moi j'ai de par mes expériences, euh, j'ai une certaine connaissance en IA. Je trouve que leur produit est excellent et et il y a un potentiel énorme pour le futur. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai eu envie de les rejoindre. C'est la première fois que tu étais à la tête d'un produit basé vraiment sur l'IA générative. Ça fait 1 an aujourd'hui que tu travailles du coup sur les différentes interfaces dont tu nous parlais. Si tu fais un peu le point et que tu prends du recul sur tes apprentissages principaux, notamment sur les différences que ça a de construire un produit basé sur l'IA générative versus ce que tu faisais auparavant, quelles leçons t'en retires? Alors, je pense que bah déjà il y a des points communs. Euh, on va faire du product one-on-one, mais c'est toujours vraiment pour moi l'IA, enfin l'IA générative, enfin, l'IA de manière générale, c'est un moyen en fait. Et donc ce qui est important, c'est de vraiment toujours partir du besoin utilisateur ou de l'opportunité euh, produit et se dire est-ce que de cette opportunité-là, on peut construire une solution qui serait basée sur de l'AI ou sur de la générative AI. Euh, donc la première question à se poser, c'est toujours se dire voilà, est-ce que une fois qu'on a identifié clairement le problème, à quel point l'IA fait du sens ici? Je pense que c'est toujours la première question à se poser. Il faut pas partir, même chez DeepL, hein, qui est AI-centrique par définition. À chaque fois qu'on construit quelque chose, on se pose toujours la question de quelle est la meilleure façon de le faire, c'est-à-dire comment on peut apporter le maximum de valeur aux utilisateurs euh, dans un minimum de temps, on va dire, et en construisant quelque chose qui est viable pour l'entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui va, euh, in fine, nous rapporter de l'argent, parce que ça reste un business. Euh, dans les, je pense que dans les choses que j'ai apprises, c'est comment travailler avec les équipes de AI researchers. Euh, En fait, je trouve que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de littérature produit ou enfin tech de manière globale qui explique ou qui donne vraiment des billes très concrètes sur voilà la façon dont on peut travailler ou on peut s'organiser euh, entre product manager, designer, ingénieur et AI researcher pour construire des produits. Euh, et je pense que ça va dépendre aussi. Il n'y a pas de recette miracle, hein, mais ça va dépendre aussi de l'entreprise, des personnes qui s'y trouvent, des talents, de l'état d'esprit. Moi, je peux te dire un peu les choses que j'ai testées, ce qui a marché plus ou moins. Pour moi, en fait, il y a trois dans comment je vois en fait comment on peut s'organiser, euh, on va dire entre équipes produits et engineering avec les équipes IA. Et pour moi, il y a trois façons de potentiellement de faire ça. La première, c'est donc les équipes produits donc travaillent modèle classique, on va dire, à Spotify, tu as des product lines ou des tracks avec des équipes produits dans lesquelles tu as des product managers, des researchers et des ingénieurs. Donc ces équipes travaillent, on va dire classiquement, ensemble. Et d'un autre côté, il y a l'équipe de AI Research qui est aussi dans son coin et les AI Researchers travaillent ensemble. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire, une fois tous les X mois, on va s'aligner sur quels sont les objectifs business, quelles sont nos dépendances. Donc en gros, c'est les équipes produits qui vont arriver avec leurs problèmes ou leurs enjeux business ou produits, et les équipes AI Research qui vont arriver avec leurs inventions. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est un peu le niveau, la première façon de faire. Donc là, l'avantage, c'est que c'est pas trop intrusif, notamment pour les équipes de AI Research qui sont sur des cycles plus longs. Ça va pas trop les perturber au quotidien, donc on prend pas trop de risques en fait en termes d'organisation.
On n'est pas sur un changement radical, mais par contre, on va être sur des progrès qui vont être assez lents. Parce que même si on a l'impression que les équipes vont vite parce elles travaillent entre elles, enfin, on va dire en termes de skills, finalement, il y a très peu d'alignement, on va dire, au quotidien sur le produit qu'on construit. Euh, et on est notamment pour les équipes de research, elles sont très très loin des utilisateurs. Parce que un truc qui est hyper important, c'est quand on construit des produits qui vont être basés sur des algos d'AI ou de du LLM, de la Gen AI, c'est de pouvoir les tester auprès des utilisateurs. Parce qu'au final, euh, la qualité de l'algo, c'est une chose, mais la valeur, au final, c'est l'utilisateur qui va la définir. Donc ça, c'est le problème avec cette approche-là, c'est que tes équipes AI sont très très loin des end-users. Après, la deuxième façon de faire, et c'est ce qu'on a mis en place chez DeepL, c'est on va intégrer les équipes de AI Research au sein des équipes produits. Donc là, typiquement, nous, ce qu'on ce qu'on a, c'est une équipe de AI Research par produit. Et donc nous, par produit, on est organisé en line dans laquelle tu as différentes équipes, dont une de AI Research. Et en fait, cette équipe de AI Research va être dédiée à résoudre des problèmes, des enjeux produits qui sont liés à ce produit-là. Donc, en gros, on a une équipe de research sur la partie DeepL Translate, une sur la partie DeepL Write, une sur la partie DeepL Voice. Et là, l'avantage, c'est que les équipes AI Research sont au fait au quotidien en fait des enjeux et des problèmes que doit résoudre qu'on essaie de résoudre pour les utilisateurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'elles sont pas directement, enfin ces équipes, donc c'est une équipe d'AI Research au sein de la track, mais qui n'est pas directement intégrée au sein des équipes. Donc des équipes, donc c'est-à-dire que dans une équipe, comme on disait, t'as le produit, le design et t'as les différents skills techniques, mais on n'a pas mis les AI Researchers dedans parce que on est sur des cycles de développement et d'itération qui sont pas les mêmes que sur le sprint classique, et on veut laisser une certaine liberté encore aussi aux AI Researchers. Et donc là, les points de contact et de communication, ça va être vraiment le product manager et l'engineering lead qui va communiquer avec ton AI researcher lead. Euh, et en fait, la petite contrainte de ce système-là, il faut que ton PM, ton engineering manager et ton AI researcher lead aient vraiment une vision, on va dire, globale, on va dire, du produit et de la stack de AI derrière, de comment ça fonctionne. Et la troisième façon de faire, donc qui est un peu la façon, je dirais pas la façon idéale, mais qui est la façon, on va dire, classique, qui serait en fait d'avoir des AI researchers au sein des équipes produits comme un skills technique, tu vois, comme un autre. Euh, je pense que ça marche si déjà tes équipes sont hyper matures, on va dire, sur les technologies. Euh, Donc, c'est-à-dire que tes équipes produits et engineering sont très matures sur comment fonctionne le cycle de développement AI. Et il faut aussi que tes équipes de AI researchers soient très matures sur comment fonctionne l'équipe produit, qu'est-ce que c'est que de créer de la valeur pour les utilisateurs, qu'est-ce que c'est de résoudre un business, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels sont les enjeux, les enjeux pour l'entreprise, etc. Euh, et je pense aussi que une condition pour laquelle une condition qui va être nécessaire en fait pour que ce système-là marche, c'est que tes équipes travaillent sur des problématiques ou des outcomes qui soient hyper restreints, on va dire. C'est-à-dire on résout un problème hyper précis pour un utilisateur et on fait ça ensemble au moyen de l'AI, on va dire. Et en fait, ça permet à l'équipe de pas se disperser et de rester focus. Donc voilà pour moi un peu les trois façons de faire. Donc en fait chez DeepL donc on a les équipes de research au sein des tracks. Aujourd'hui ça marche très bien. Euh, et ce qu'on a fait aussi, on a une autre problématique qui va être donc si tu veux les tracks actuels travaillent sur les produits actuels. Donc c'est en fait des roadmaps jusqu'à 12 mois. C'est quoi le futur pour dans les 12 mois pour DeepL Translate, pour DeepL Write. Euh, Par contre, on sait que aujourd'hui avec tout ce qui va être notamment LLM,
on a une puissance, on a des moyens qui sont en fait colossaux qu'on n'avait pas avant. Et ce sur quoi on travaille aussi chez DeepL, c'est essayer d'anticiper, tu vois, le futur et de travailler sur des problématiques ou sur des approches qui vont être très différentes de celles qu'on a dans nos produits existants. Tu vois, le fameux think out of the box. Et pour ça, on a créé aussi une équipe. Donc là, qui est une équipe vraiment dans laquelle tu as tous les corps de métier, donc produit, engineering et AI research, qui va travailler sur des missions très spécifiques, mais qui vont en fait, ils vont résoudre des problèmes on va dire, sur lesquels on travaille pas encore auxquels nos utilisateurs actuels sont pas confrontés dans l'immédiat, mais qui sont des problèmes qu'on veut résoudre dans le futur. Et en fait, ils sont un peu en train de travailler sur qu'est-ce que pourraient être les prochains produits de DeepL dans le futur. Alors ça on a lancé cette équipe il y a un mois maintenant. Euh, et donc cette équipe elle a deux enjeux. Donc comme je disais, donc c'était vraiment de résoudre des problématiques qui sont différentes que celles que nos équipes produits ont au quotidien. Et il y a un autre enjeu, c'est aussi de travailler sur quelles pourraient être des best practices chez DeepL pour les équipes produits qui travaillent sur des produits qui sont basés sur des algos d'IA. Je m'explique, en fait, comme dans cette équipe-là, le produit, l'engineering et la research travaillent tous ensemble, en fait, ils sont au quotidien, par nécessairement, en fait, le product manager va travailler beaucoup plus en profondeur dans la compréhension de ce que peuvent faire les algos de l'LM, de comprendre comment les AI researchers travaillent, et les AI researchers vont être beaucoup plus dans la compréhension de comment les utilisateurs utilisent le produit. Et donc, ce qui fait qu'il faut qu'on apprenne à travailler d'une façon un peu différente. Euh, et il y a une chose sur laquelle, bon, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, mais un truc qui est hyper important pour nous, c'est comment est-ce qu'on arrive à mesurer la qualité, on va dire, d'une feature qui est basée sur du LLM euh, à travers l'utilisateur, le fameux feedback loop, quoi. Donc, comment savoir qu'en fait, ce qu'on a construit a assez de valeur pour l'utilisateur via des comportements utilisateurs, donc via de la data. Sans se Yes. dire en fait l'algorithme en fait il a répondu de façon, enfin, on l'a testé avec tel ou tel test automatisé, tu vois, du Blue, enfin, il y en a plusieurs aujourd'hui, et il y a eu un bon résultat. L'algo peut avoir un bon résultat, mais au final peu de valeur. Enfin, l'algo peut avoir un bon résultat, mais au final la feature en elle-même a peu de valeur pour l'utilisateur. Ça m'intéresserait beaucoup que tu nous donnes un exemple concret sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises qui implémentent des LLM dans leurs produits, mais la manière de mesurer, de monitorer la performance de ces modèles-là n'a rien à voir avec ce dont on avait l'habitude. Comment vous faites concrètement et oui, c'est peut-être quelques exemples de fonctionnalités dont tu peux parler. Je serais très curieux d'en savoir plus. Y a pas de, alors aujourd'hui, moi, j'ai pas de recette magique, hein, pour répondre à cette question, j'aimerais bien. Je pense que ça va vraiment dépendre en fait de la feature, on va dire entre guillemets sur laquelle euh, tu travailles. Euh, Nous, de toute façon, il y a toujours deux étapes de vérification, c'est-à-dire que euh, nous, chez Deepl, on travaille avec des linguistes qui vont valider en fait euh, les algorithmes sur lesquels on va travailler, notamment les algorithmes de traduction. Donc ça, c'est une première étape. Et après, la question, c'est comment on va laver. Donc, une fois que le modèle est prêt, on va dire, nous, on va toujours faire de l'A/B testing parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, donc on a cette chance-là. Donc, la première étape, c'est l'A/B testing pour être sûr de déjà comparer en fait les key métriques DeepL tu vois, d'engagement, de rétention, voir est-ce qu'elles vont être impactées par un changement, par l'ajout d'une fonctionnalité ou par un changement d'algorithme pour une fonctionnalité existante. Euh, donc ça, c'est la deuxième étape. Euh, Au passage, tu sais, on a un espèce de, enfin, on a dans DeepL, il y a un feedback loop où tu peux dire oui ou non, ma traduction était bonne, mon expérience était bonne.
Bon, ça par expérience, je pense que tous les product managers le savent, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va vraiment t'apporter toutes tes réponses, parce que un utilisateur va rarement, surtout s'il était content du produit, va rarement mettre un pouce vert ou répondre ouais c'était génial. Et en général, c'est ceux qui ont une mauvaise expérience qui vont te répondre. Donc c'est un peu déjà biaisé comme retour, mais ça reste hyper instructif. Euh, et après je pense que la troisième étape, une fois de plus, ça va vraiment dépendre du type de feature, mais on va regarder au cas par cas en fait. Euh, des comportements, essayer de comprendre un peu. Je peux te donner un exemple, c'est typiquement sur DeepL, quand tu fais une traduction, ce qui est assez génial, c'est que donc tu as ta traduction, je sais pas, de français à l'anglais, tu as un texte de 15 phrases, et en fait, chaque phrase ou chaque passage de texte, tu peux cliquer dessus, et en fait, tu as des alternatives. Et donc demain, imaginons, on améliore l'algorithme qui propose des alternatives, pour donner des alternatives qui sont plus précises par rapport à ce que l'utilisateur souhaite, tu vois. Ben en fait, la question c'est est-ce que on pense que si l'utilisateur utilise moins les alternatives, ça veut dire qu'en fait elles sont meilleures et donc du coup c'est une bonne chose, ou au contraire, si l'utilisateur utilise plus ces alternatives, c'est-à-dire qu'elles sont meilleures parce que bah, les résultats sont meilleurs, donc il va plus utiliser le la feature, tu vois. Euh, et donc là, la question, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'un comportement engagé ou pas auprès de cette feature. En fait, ça va vraiment être au cas par cas. Donc, il faut se mettre un peu dans la peau de l'utilisateur, et pour chacune des features ou des nouveaux produits que tu vas construire qui sont basés sur de l'AI, c'est se dire en fait quel est le comportement attendu, et est-ce que ce comportement-là est vraiment un comportement engagé. Donc c'est pour ça que j'ai pas de recette miracle, c'est parce que c'est vraiment par rapport au cas d'usage en lui-même. Hyper intéressant. Est-ce que depuis que tu es arrivé chez DeepL, donc effectivement entreprise leader dans l'LLM en Europe, t'as des points en particulier qui t'ont impressionné, que ce soit dans la manière de faire de l'entreprise ou dans le produit que vous proposez, dans l'innovation? Euh, alors moi, ce qui m'a impressionné chez DeepL, c'est que alors c'est pas lié nécessairement à comment on fait le produit, mais c'est que c'est un produit qui a énormément d'utilisateurs, et et en fait la croissance s'est fait vraiment via du product-led growth, c'est-à-dire que c'était des gens vont utiliser DeepL, ils vont trouver ça génial, ils vont le dire à leurs amis, et c'est comme ça que la croissance a été exponentielle. Euh, et en fait, des produits, on a souvent l'image que ces produits-là viennent souvent des États-Unis. Et je trouve ça assez génial qu'on ait des produits aussi comme ça en Europe. Donc ça, c'est un truc qui m'a impressionné, c'est-à-dire que sans faire de bruit, sans faire de vagues, mais juste parce que le produit est excellent, euh, la croissance et l'usage a été exponentielle. Ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose, c'est que ça reste, et tu l'as même dit en début d'entretien, c'est que ça reste on est une entreprise qui est humble, c'est-à-dire que on crie pas sur, tu vois, on met pas forcément euh, en avant cette partie AI, cette partie LLM, on crie pas sur tous les toits. Nous, notre objectif, il est assez clair, c'est on veut casser les barrières de la langue entre les individus, et c'est notre mission, et on travaille là-dessus. Après, il s'avère qu'on est dans un milieu ou on va dire dans un milieu technologique qui est d'actualité, donc tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que c'est au quotidien, nous on est drivé par la mission, et on reste assez humble. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment impressionné. Et après, c'est la qualité des talents, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment très très forts. Et j'ai de la chance de pouvoir, tu vois, apprendre tous les jours auprès des gens avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, nous on rencontre beaucoup de CPO qui voient très bien ce qui est en train de se passer en IA générative, mais qui ont aussi des roadmaps bien chargés. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces dirigeants-là? Ah ouais, je peux donner quelques conseils. Alors, ils restent assez généralistes, hein, mais je pense qu'ils peuvent s'appliquer à la plupart des business.
Bon, je pense que la première étape, c'est identifier le problème utilisateur, parce que bon, l'IA, ça reste un moyen. Et donc, c'est se dire, est-ce que l'IA va être la réponse la plus impactante ou la meilleure réponse à ce problème utilisateur? Euh, et il faut se poser la question, une fois qu'on a défini ça, sur quel type de problématique est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est sur la création de contenu, l'automatisation de process, la personnalisation, de la recommandation? Parce que identifier cette catégorie, on va dire, de problématiques va influencer sur le type de modèle de GenAI qu'on va vouloir choisir. Parce qu'entre faire de la création de contenu, par exemple la création d'images ou la personnalisation de texte, on n'est pas sur les mêmes modèles. Après, il faut savoir quels sont les... il faut évaluer le budget. Donc, quels sont le budget qu'on est prêt à mettre, et donc évaluer les coûts. Et aussi comprendre la capacité de l'entreprise, en fait, à pouvoir entraîner des modèles. Parce que en termes de techno, on peut s'orienter vers des API qui sont toutes faites. Donc, il y a plein de modèles aujourd'hui qui proposent des API toutes faites, qui vont être assez onéreuses, qui nécessitent pas nécessairement d'entraînement, on va dire, pour des tâches assez généralistes. Mais après, on peut s'orienter vers des modèles qu'on va entraîner en interne. Et en fait, pour entraîner ces modèles, la question, ça va être la question de la data. Est-ce qu'on a la data nécessaire en qualité, en quantité? Est-ce qu'on a le storage nécessaire euh, pour supporter cette data? Et donc forcément, est-ce qu'on peut supporter les coûts? Euh, et aussi, très important au niveau de la data, c'est est-ce que la data qu'on va utiliser respecte euh, la vie privée des utilisateurs et sécurisée. Ça, c'est ultra important. Donc une fois qu'on a la data, qu'on a nos modèles qui sont entraînés, c'est être sûr aussi que nos modèles sont performants. Bon, il y a la partie qualité, il y a aussi le temps de réponse. Après, on pourra venir sur le temps de réponse parce que je pense que c'est extrêmement lié à l'expérience utilisateur. Euh, et je pense qu'aussi une autre question qu'il faut se poser, c'est à quel point le modèle que je vais déployer en interne ou que je veux utiliser peut s'intégrer avec mon écosystème technique. Euh, donc, une fois qu'on a notre modèle, imaginons qu'on construit une feature qui est basée sur ce modèle-là. La dernière étape, ça va être aussi de valider le modèle et d'être sûr que la qualité au rendez-vous et qu'on répond bien aux problèmes utilisateurs. Et il y a aussi une dernière chose qui est importante et qui est en fait liée aussi à la sécurité euh, et on va dire des données. Ça va être est-ce que le modèle est éthique, c'est-à-dire que est-ce que les réponses que le modèle propose sont éthiques, on va dire. Après, ça reste subjectif, hein, mais au moins répondre à ce que l'entreprise, enfin à l'éthique de l'entreprise, on va dire. Donc voilà, grosso modo, je dirais les grandes lignes, euh, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est comprendre le problème, choisir le bon algorithme ou la bonne techno, et être sûr que les coûts en fait sont respectés parce que entraîner des algorithmes, ça coûte extrêmement cher. Ok, donc chez DeepL, quels sont vos principaux défis qui vont être à relever du coup ces prochaines années dans cette grande mission qui est la vôtre? Ouais, il y en a pas mal. Je vais me focaliser, tu vois, sur ce que je maîtrise, enfin, ce qu'on maîtrise aussi chez DeepL, qui est l'AI orienté langage. Je pense que le premier défi, c'est l'expérience utilisateur. Euh, et donc, on peut se focaliser sur la partie LLM. Si tu regardes le paysage aujourd'hui produit dans le monde, je pense que personne n'a encore craqué euh, quelle est l'expérience utilisateur ou quelles sont les expériences utilisateurs les plus adaptées enfin, pour supporter du LLM. Tu vois? Euh, et je pense que ce que va apporter le LLM beaucoup plus aujourd'hui, euh, c'est la partie interactivité en fait. Et c'est la partie interactivité, ça existait peu jusqu'à présent, où c'était assez mauvais, tu vois. Et si tu y réfléchis aujourd'hui dans les produits qui sont un peu interactifs, je pense que les meilleurs produits, ça va être les produits qui sont basés sur de la reco, tu vois, type Netflix,
où en fait, on va te recommander des films ou des séries par rapport à ce que tu as consommé dans le passé. Mais en vrai, si tu y penses, moi, parfois, je me retrouve devant Netflix et je passe une demi-heure pour trouver un contenu qui est intéressant, tu vois. Là où, si toi et moi on discute, tu vois, au coin, euh, enfin, autour d'un café, et je te demande, est-ce que tu as maté Netflix récemment, t'as pas des recos à me faire? Et tu vois, en échange, en 5 minutes, je pense que j'aurais une liste de 10 trucs à regarder que je connaissais pas. Et en fait, tu vois, cette interaction-là, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à amener euh, dans nos produits grâce au LLM. Parce que le LLM, en fait, c'est ça que ça te permet de développer. C'est vraiment une interaction qui est plus intelligente et plus humaine. Euh, et donc aujourd'hui, si tu regardes les produits actuels, globalement, l'expérience LLM, ça reste du chatbot, quoi. C'est-à-dire que tu vas parler, tu vas interagir avec ton AI via du prompting et le chatbot va te répondre. Et moi, je suis pas convaincu que le chatbot et interagir juste en tapant sur son clavier avec l'AI de cette façon, ce soit la meilleure expérience. Je vais donner un exemple qui est très simple. On va regarder DeepL. C'est tu traduis un long texte. Donc ton texte, il a des dizaines de phrases. Et en fait, dans DeepL, c'est que on va te donner la traduction et comme une traduction, euh, ça reste aussi subjective, tu peux vouloir changer telle ou telle phrase. Et donc dans DeepL, en fait, si tu veux changer une phrase, tu as juste à cliquer sur la phrase, on te propose des alternatives. Et en fait, si tu réfléchis à ça, si à la place tu utilises un système de chatbot avec du prompting, imaginons la quatrième phrase, elle te plaît pas, tu veux une alternative, ben, il faut que tu te dises, est-ce que tu peux me proposer une alternative pour la quatrième phrase? Et en fait, si ton document il fait, je sais pas, des centaines de lignes, et que tu dois prompter à chaque fois si tu veux voir des alternatives, c'est pas forcément la meilleure manière de répondre à ce problème-là, tu vois. Et donc, le fait d'avoir juste à cliquer et en un clic, tu as 5 alternatives, euh, et on essaie d'avoir des alternatives qui vont correspondre en fait à ton contexte, en fait, tu gagnes vachement de temps. Et donc, c'est vraiment là l'essence. Je pense que aujourd'hui, un de nos plus gros euh, défis, c'est à quoi va ressembler l'expérience utilisateur de demain qui se base sur du LLM. Et la question, c'est est-ce que, et tu vois, enfin, faut toujours raisonner en time to value pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ton utilisateur, il arrive, il a un job to be done, et comment tu fais en sorte que ce job to be done soit fait le plus rapidement possible. Donc forcément, quand tu amènes du LLM, ça réduit drastiquement ce temps-là. Et si en plus tu as la bonne expérience utilisateur qui est associée, et ben là, tu fais des miracles en fait. Et donc c'est toujours comme ça que nous on réfléchit, c'est comment on réduit au maximum ce time to value. Et je pense pas que la réponse ce soit, tu vois, pour faire une traduction, je vais faire 56 prompts en fait. Non, je Clairement. pense qu'il y a je pense que tu as des expériences utilisateurs qui peuvent être adaptées en fait aux besoins de l'utilisateur. En fait, on revient à l'essence même du produit Mm. et d'expérience utilisateur qui est, on a un problème et comment on y répond de la façon la plus pertinente possible. Là, la seule composante en plus, c'est qu'il y a de la GenAI ou du LLM qui t'apporte en fait, qui ouvre ton champ des possibilités de façon, euh, enfin, de façon incroyable en fait. Euh, et donc c'est là, toute la capacité, on va dire, et tout l'aspect créatif du job de product manager et aussi du job de product designer, qui est en fait quelles vont être les nouvelles expériences qui vont pouvoir mettre en avant ou exploiter au plus, tu vois, cette technologie. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, beaucoup. On a différentes pistes. Euh, mais je pense que tu vois déjà juste la partie traducteur de DeepL te donne déjà Ouais, ouais. une première idée de en fait comment l'expérience utilisateur peut vraiment simplifier le travail de l'utilisateur. Et en fait, je pense que les meilleurs produits dans le futur vont être les produits où t'es même pas au courant, où c'est pas évident qu'il y a une intelligence artificielle. Et tu vois, euh, un produit que j'aime beaucoup, français, qui c'est Photoroom. Photoroom, en fait, ce qui est magique, c'est qu'en 3 clics, t'arrives à ton résultat.
enfin, Photoroom, en gros, c'est le principe, c'est le problème qu'ils veulent résoudre, c'est comment toi, en tant qu'utilisateur, tu peux faire des photos euh, hyper canon d'objets pour après, notamment, les, les poster, tu vois, les revendre sur des plateformes de revente d'objets, par exemple. Et donc, en fait, tu prends une photo, ils vont te détourer la photo, te générer un fond d'écran qui est associé, enfin, qui va correspondre à l'objet que tu as pris en photo, dans un rendu qui est pro, et ça, tu le fais en 2 clics. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, t'es même pas au courant, il n'y a pas eu un prompt, il n'y a rien eu, et en 2 clics, tu as un résultat qui avant prenait, je sais pas, 3 heures d'édition, quoi. Ah ouais, c'est absolument fascinant. C'est un très bon exemple qui revient souvent, Photoroom, dans les produits qui exploitent l'IA générative de manière assez magique. On a reçu leur directeur produit, Ahmed Dabi, sur ce podcast il y a quelques mois. Et donc, tu vois, une fois que tu as la bonne expérience utilisateur, je pense que l'autre défi, c'est aussi de te dire, euh, en fait, la performance versus la qualité, en fait. Dans le sens où tu peux avoir une feature, on va dire, qui se base sur du LLM, sur de l'AI, euh, et soit tu peux la rendre quali à 99,9%, mais tu as un temps de réponse de 5 secondes, ou tu peux la rendre quali, on va dire, à 90%, qu'est-ce que soit ta mesure de qualité, mais avec un temps de réponse de 1 seconde. Et en fait, la question, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que préfère l'utilisateur? Parce qu'une fois de plus, la valeur de ton algorithme, on va dire, en fait, c'est la valeur pour l'utilisateur. C'est pas euh, oui, on peut avoir des contrôleurs qualité qui vont dire c'est super, mais au final, la personne qui utilise ton produit, c'est ton utilisateur. Et peut-être que l'utilisateur, il va préférer avoir un temps de réponse qui est hyper court parce qu'aujourd'hui, on est habitué à des expériences utilisateurs qui sont ultra rapides, tu vois. On est tous sur l'iPhone, hein. L'iPhone, si ton iPhone, il a un temps de réponse de 2 secondes, c'est la cata, quoi. Donc, est-ce que tu préfères avoir un temps de réponse qui est ultra rapide, même si la qualité est un peu moindre, ou est-ce que tu préfères avoir une qualité qui est supérieure avec un temps de réponse plus long? Et donc ça, en fait, ça paraît simple comme problématique, mais c'est hyper compliqué à mesurer. Et donc nous, c'est aussi, tu vois, dans la, je pense que tout ce qui est A/B testing, si tu as cet utilisateur, ça te permet en fait aussi de pouvoir potentiellement évaluer ça. Et, et tu vois, et si demain, tu as aussi cette question-là, si demain, imaginons que je sais pas, il y a un travail qui te prend 5 heures à faire, on va dire. Et que, en fait, par un produit qui se base sur de la Gen AI, en gros, ça prend un quart d'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances ton produit, ton algo, et en fait, tu as un quart d'heure de chargement, donc c'est hyper long, en fait. Et après, tu as ton résultat. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une bonne expérience utilisateur? Est-ce que c'est quelque chose que l'utilisateur veut? Ou est-ce qu'au contraire, il faut en fait que entre ce que tu as au début et ton résultat final, tu as des étapes intermédiaires, en fait, sur lesquelles ton utilisateur a plus de contrôle. Donc, tu vois, je reprends l'exemple de DeepL. En fait, dans ta traduction, grâce à DeepL, en fait, tu peux changer tes phrases, tu peux... enfin, il y a plein de façons d'adapter le résultat final, en fait. Chez DeepL, on s'adapte aussi au contexte de l'entreprise, à des choses comme ça. Euh, Parce que, in fine, ton travail reste subjectif. Et en fait, les algos aussi de l'LM sont, d'une façon ou d'une autre, sont subjectifs, en fait. Euh, et ce qui veut dire que ta réponse finale, donc au bout d'un quart d'heure, imagine que tu dois attendre un quart d'heure, va rarement être 100% de ce que toi tu attendais. Et donc tu vas vouloir la modifier, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Mais tu vas pas vouloir attendre une nouvelle fois 15 minutes pour avoir un autre résultat. Et donc, la question, c'est quelles sont les étapes intermédiaires, tu vois, pour arriver à ton résultat final. Et en fait, c'est là tout l'enjeu, je pense, aujourd'hui, de l'expérience utilisateur et du produit avec les LLM. C'est, les LLM, c'est hyper puissant, c'est hyper intelligent, euh, ça donne des résultats qui sont très impressionnants. Euh, Par contre, euh, ça donne pas le résultat auquel enfin, ça donnera jamais directement le résultat auquel tu t'attends. Et donc la question, c'est à quel point tu contrôles en fait
le résultat ou les résultats grâce à ton expérience utilisateur. Ouais, très intéressant. Effectivement, il y a probablement un juste milieu à trouver pour que l'utilisateur aussi s'approprie un minimum le contenu généré. Un aspect qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les coûts que ça va générer en fait. En fait, quand tu fais du produit, je pense que tes auditeurs le savent très bien, c'est une des composantes essentielles quand tu vas répondre à un problème utilisateur, c'est est-ce que la solution que tu as proposée est viable? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la solution que tu as proposée euh, va dans le sens du business et va permettre à ton business de croître, quoi. Euh, et donc, forcément, la question des coûts est fondamentale. Et donc, c'est pour ça, tu vois, on en parlait précédemment, quand tu pars du problème utilisateur, en fait, la partie LLM et AI est un moyen de répondre à un problème. Est-ce que c'est le meilleur moyen? Il faut se poser cette question-là. Et est-ce que c'est aussi un moyen qui va être le plus viable? Parce que, une fois de plus, potentiellement entraîner des modèles ou utiliser des API qui sont déjà entraînés euh, peut être très coûteux en fait. Et donc, il faut que tu te poses la question de quel va être l'usage de mon produit, de ma feature qui se base sur du LLM. Tu vois, le trafic par jour, le trafic potentiellement dans les semaines et les mois qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente en termes de coûts? Et à partir de là, te dire, bon, est-ce que ce modèle-là est la façon la plus viable de répondre à ce problème. Euh, on n'en parle pas encore beaucoup aujourd'hui de cet aspect-là, mais c'est une réalité, c'est que les AI, ça coûte extrêmement cher. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on construit des produits qui sont basés sur de l'AI, c'est la notion de coût en fait. Sachant qu'il y a aussi des innovations à un rythme assez effréné qui font chuter les prix. Là encore récemment, Llama 3 sur Grok qui a des résultats équivalents à GPT 4, mais à un coût qui est 30 fois inférieur, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi réussir à se projeter sur la direction que ça prend et être capable de placer des bêtes par rapport à ces coûts-là. Tout à Euh, fait. toi qui viens vraiment du produit, qui a été product manager avant ces rôles de leadership, tu l'utilises aujourd'hui la GenAI dans ton travail de product au quotidien. Comment est-ce que tu vois ce métier évoluer aussi avec l'arrivée de ces technos? Alors moi, j'utilise pour deux choses principales. En fait, la première, bon, je vais faire de la pub, hein, mais j'utilise beaucoup DeepL, notamment DeepL Write au quotidien. Donc, nous, chez DeepL, on communique en anglais. Et donc, dès que je commence à travailler sur des documentations, des textes, des présentations qui sont assez longues, en fait, je passe tout dans DeepL Write pour être sûr que tout est bien écrit. Euh, donc ça, c'est ce que je vais utiliser, on va dire, au quotidien. Après, quelque chose chez DeepL qu'on commence à regarder, et qui est assez intéressant, c'est comment on peut automatiser la partie design, dans le sens où chez Deepl, on a un design system qui est abouti, et en fait, si tu as un design system qui est assez complet sur n'importe quelle plateforme, eh bien, tu peux te dire en fait via une AI, tu vas pouvoir créer des designs à partir de ce design system. Et donc, c'est des choses que nous, on explore. Est-ce que, à partir de wireframe, en fait, l'AI peut construire un design en utilisant ton design system? Donc, ça, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Ou aussi à partir de prompting. Donc, ça, c'est une des choses qu'on étudie, voir est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer, on va dire, dans notre quotidien, pour créer des designs de façon beaucoup plus, on va dire, rapide et à scale chez DeepL. Et quelque chose qui est intéressant, c'est de dire aussi, tu vas créer une version d'une feature, tu vois, version A, et en fait, tu peux essayer de travailler avec de la GenAI pour qu'elle te propose d'autres versions de cette même feature, enfin d'autres UX en fait, pour pouvoir faire un A/B test. Et, et aujourd'hui, comment on utilise ça? C'est principalement pour faire des protos, pour faire rapidement des protos en fait, pour aller tester tu vois, des nouvelles features.
auprès d'utilisateurs, mais sans avoir à les développer, hein. C'est vraiment du prototypage. Et en fait, c'est un moyen de rapidement, en fait, travailler sur des proof of concept, on va dire, qu'on peut mettre entre les mains d'utilisateurs pour avoir du feedback. Donc ça, moi, je pense que là-dessus, il y a un vrai, il y a un vrai potentiel en termes de productivité. Donc ça, c'est les deux choses vraiment sur lesquelles, enfin, en tout cas, avec lesquelles moi, je travaille au quotidien chez DeepL. Et aussi, alors après, là, c'est plus dans ma vie privée, mais ça peut me servir aussi au travail. Moi, je suis un grand fan de Midjourney ou Dali, tu vois, tout ce qui est génération d'images. Euh, En fait, c'est hyper pratique parce que moi, je suis pas du tout, tu vois, je crée pas je sais pas comment créer d'images. Je suis pas un artiste. Et en fait, j'ai souvent des idées en tête, tu vois, pour illustrer certaines choses. Et en fait, t'es souvent dans cette situation où ton idée que t'as en tête, je sais pas, j'en sais rien, un chien en parachute, enfin, je te raconte n'importe quoi, tu vois. Tu vas l'écrire tel quel dans la barre de recherche Google. À chaque fois, t'es assez déçu des résultats. Et en fait, donc moi je vais souvent utiliser Midjourney ou Dali parce que j'ai besoin d'illustrations sur des choses sur lesquelles je bosse dans le perso et aussi au travail. Et en fait, je trouve que c'est hyper puissant. Et donc moi, c'est vraiment on va dire le produit que j'utilise de façon hyper régulière parce que euh, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez visuel et je trouve que c'est assez simple de transmettre des idées par le visuel. Et en fait, maintenant, tu as un outil qui te permet de transposer ce que tu as dans ton esprit, tu vois, un peu comme euh, j'allais pas dire comme un artiste, non, c'est pas que je dise ça. En fait, tu as un outil qui te permet de transposer dans ton esprit euh, graphiquement, en fait, ce à quoi tu penses. C'est hyper puissant. Euh, Ouais, donc, c'est incroyable. pour moi, dans ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui m'est le plus utile, on va dire. Excellent. Pour illustrer des présentations en entreprise, même nous on l'utilise pas mal aussi chez Mozza pour de la communication interne. Les mozzarella sont partout. Ok, Vincent, merci beaucoup pour tes réponses. C'est assez fascinant, cette entreprise DeepL, utilisée par 8 millions de Français mensuellement. J'avais pas conscience de ça. Et c'est assez exaltant de voir qu'en Europe, on a des leaders de ce niveau-là. Donc, merci à toi. Si les gens veulent te poser des questions, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Ouais, avec Ouais. plaisir. On recrute aussi chez Et DeepL, on notamment au recrute produit. aussi. Excellent. Voilà, Bon, si bah vous êtes voilà. intéressé. Les bureaux sont à Paris. Il y en a à Non, Paris. on a des bureaux à Londres, à Amsterdam, à Berlin et à Cologne. Voilà. Bon, bah, c'est l'occasion de faire un petit tour dans des villes sympathiques aussi. Tout à fait. Voilà, rendez-vous sur le LinkedIn de Vincent Colombet si ça vous intéresse de lui écrire. Et merci à tous pour votre écoute. À la prochaine. Voilà, c'était Mozza Bytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozza Bytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!